Bonjour, je vous propose une dernière vidéo sur les statistiques descriptives à une variable. Nous avons déjà vu dans une première vidéo les différents mots de vocabulaire liés aux statistiques, donc tout ce qui est population, effectif, fréquence. Nous avons parlé ensuite dans une autre vidéo des caractéristiques de position, moyenne, médiane et quartile. Et nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques de dispersion. Ces caractéristiques vont être là pour nous indiquer si les valeurs de notre série sont regroupées ou au contraire dispersées. On parlera alors d'homogène ou d'hétérogène. Je me base, comme pour les deux autres vidéos, sur une situation que je vais vous réexpliquer brièvement. J'ai fait donc un relevé de notes dans deux classes, en STI 2D1 et 3, et j'ai noté à chaque fois l'effectif correspondant. Donc, par exemple, j'ai 7 personnes qui ont eu 11 dans ma première classe et 6 dans la deuxième. Mon but sur ces trois vidéos est d'essayer de comparer ces deux classes avec des données chiffrées qui pourront faire foi plutôt que juste un ressenti pour pouvoir justement donc aller parler de ces deux groupes. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux caractéristiques de dispersion. Le but, en fait, c'est de quantifier les écarts entre les moyennes de ces élèves, voir si on a une classe homogène avec des notes qui sont très regroupées ou une classe hétérogène avec des notes très séparées. Ce que l'on peut voir déjà, quand on regarde le tableau, on pourrait déjà en avoir un petit peu le ressenti. C'est-à-dire qu'ici, quand je regarde ma première classe, elle a des notes qui vont de 8 jusqu'à 19, avec une personne à 8, des personnes à 16, 17, 19, et puis tout un paquet ici au milieu, qui sont entre 10 et 13. Ensuite, dans mon autre classe, là par contre, j'ai des notes qui ne vont que de 9 jusqu'à 17, et on voit qu'il y a une plus grande régularité. Donc on peut espérer avoir des notes plus groupées, et que ça se voit au niveau de mes indicateurs. C'est ce qu'on va aller regarder justement maintenant. On va tout d'abord rappeler ce qu'est l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, la plus grande valeur moins ma plus petite. Pour ma première classe, je suis à 19 moins 8. J'ai 11 de décalage entre mon meilleur élève et mon plus faible élève. Et dans ma deuxième classe, j'ai par contre un écart de 8 seulement. Donc là, on voit effectivement que ma classe de STI 2D1 est plus dispersée au niveau de ses valeurs. Maintenant, ça ne peut concerner que deux élèves vraiment à part et que le reste de la classe, tout le centre de la classe, lui par contre, soit bien groupé. Donc on va essayer à nouveau d'aller préciser un petit peu ces valeurs-là. On va tout d'abord regarder l'écart interquartile. Alors, quand on a parlé des caractéristiques de position, nous avons parlé du quartile Q1 qui correspondait au quart de ma classe, de la note qu'avait obtenue au maximum le quart de ma classe. Ensuite, nous avons parlé du quartile Q3 qui parlait là de la note qui permettait de mettre les trois quarts de ma classe. Bien, l'écart interquartile, c'est la différence entre ces deux moments-là. C'est-à-dire, c'est l'amplitude de mon intervalle Q1, Q3, et je vais tout simplement aller faire Q3 moins Q1. Donc ici, on avait vu que dans ma première classe, j'avais un quartile Q1 à 10. C'est-à-dire que si je prenais un petit groupe d'élèves, un quart de ma classe en fait faible, ces élèves-là allaient avoir 8, 9 ou 10. Ensuite, j'avais vu un quartile Q3 à 13 qui m'avait permis de dire si je veux prendre le quart le plus fort de ma classe, à ce moment-là, je vais travailler avec tous ceux qui auront eu plus que 13. Et tous ceux qui auront eu entre 10 et 13 vont représenter en fait 50% de ma classe, donc c'est-à-dire le paquet du milieu. Les élèves qui sont juste dans une moyenne, ceux qui sont juste dans l'état d'esprit, on va dire, de cette classe-là. Donc c'est ça que va nous donner l'écart interquartile, c'est que mon groupe central, qui est situé entre 10 et 13, il n'y a que 3 points d'écart entre eux. Donc effectivement, ils sont plutôt bien groupés. De la même façon, dans mon autre classe, j'avais un quartile Q1 à 11 et un quartile Q3 à 14, et à ce moment-là, l'écart entre les deux n'est que de 3, donc ils sont
pour le paquet central en tout cas, groupés à peu près de la même façon dans mes deux classes. On va donc aller chercher aussi un indicateur différent. Avant cela, on peut quand même aller représenter tout ce que l'on a vu jusqu'à présent dans ce que l'on appelle un diagramme en boîte. Et alors là, il va vraiment bien nous indiquer toutes ces répartitions. Dans ce diagramme en boîte, nous allons y mettre le minimum, le quartile Q1, la médiane, le quartile Q3 et le maximum. Si vous avez un doute sur quartile Q1, Q3 et médiane, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo consacrée aux indicateurs de position. Ici donc, en fait, on va avoir cette boîte ici au milieu. Ce rectangle va me permettre de représenter le paquet central, qui représente les 50% du milieu. Coupé en deux, vous voyez ici c'est mon deuxième quart en fait de classe, et ici ce sera mon troisième quart de classe. On aura aussi donc sur la partie extérieure de ma boîte, notre première branche qui sera le quart le plus faible et notre deuxième branche qui sera le quart le plus fort. On va donc pouvoir, rien qu'avec ce diagramme, bien voir cette répartition. Et bien voir qu'ici, par exemple, j'ai un quart de ma classe qui prend quand même beaucoup de place. Un autre quart de ma classe ici, qui lui, par contre, prend très peu de place et qui est très groupé. Donc on pourrait se dire que le minimum, c'est peut-être une personne qui sort vraiment du lot. De plus, si on regarde la taille de la boîte, on va pouvoir voir justement si mon écart interquartile est grand ou pas, c'est-à-dire si ce paquet central est homogène avec des résultats équivalents ou au contraire très dispersés. Allons regarder ça sur mes deux classes. On voit donc ici deux boîtes de taille identique. Ça veut dire donc que notre paquet central est regroupé de la même façon, mais on voit quand même que ce paquet central il est plus faible dans ma première classe que dans la deuxième. De la même façon, le fait qu'ici on ait un grand écart ici jusqu'à la valeur maximale nous indique qu'on a aussi ici quand même beaucoup de valeurs très dispersées et que mon maximum il est quand même très éloigné de ce paquet central. Donc quand on regarde ici, par contre, ma deuxième classe, on voit que on a quelque chose de beaucoup plus groupé et de beaucoup plus agréablement, régulièrement réparti. Donc rien qu'avec ces diagrammes en boîte, je suis capable de vous dire que dans la première classe, il est plus difficile d'enseigner, parce qu'on a des élèves plus faibles et plus forts, que les forts sont vraiment en décalage par rapport au paquet central, et si je fais un cours uniquement pour ce paquet central, en fait eux vont s'ennuyer tout simplement. Alors que dans ma deuxième classe, si je fais un cours pour le paquet central, ceux qui sont plus faibles, ils vont quand même pouvoir accrocher au cours parce qu'ils ne sont pas si loin que ça, et ceux qui sont plus forts, ils ne vont pas s'ennuyer parce qu'ils ne sont pas non plus vraiment 10 points au-dessus des autres au niveau des moyennes. Donc je vais pouvoir faire le même cours pour tout le monde. Alors que dans ma première classe, il aurait fallu certainement que je prépare du travail plus poussé pour certaines personnes pour pouvoir les faire encore progresser. Voilà donc tout ce que je vous ai expliqué ici. Ensuite, le dernier indicateur que l'on peut voir, c'est donc notre écart-type. Cet écart-type va nous permettre, alors là c'est un petit peu compliqué comme concept, va nous permettre de quantifier un écart qu'on peut considérer comme normal, terme que je mets entre guillemets, par rapport à notre moyenne. Alors, je vous montre la formule, mais je ne vais pas vous demander de la prendre par cœur, elle est beaucoup trop compliquée. Alors, pourquoi pas, des terminales générales, ça peut être intéressant, mais pour de la pratique, non, clairement pas. Donc ici, si on décortique un peu notre formule, on va faire tout d'abord pour chacune des valeurs, on va aller regarder l'écart qu'elle a par rapport à la moyenne de la classe. Cet écart va être soit positif, soit négatif. Donc je vais aller le mettre au carré pour gommer le signe. Ensuite, je vais faire une moyenne de tous ces écarts. C'est ça que donne ma fraction. Mais comme j'avais mis au carré, je me suis un peu déconnectée de la réalité. C'est-à-dire que mes notes, je ne vais pas mettre des notes au carré, ça n'a pas de sens. Donc pour revenir à quelque chose qu'on peut parler en points, à ce moment-là, on va reprendre une racine carrée de la moyenne. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la moyenne
des écarts au carré par rapport à la moyenne. C'est une horreur absolue. Je vous propose de ne pas travailler là-dessus, mais d'aller le faire uniquement à la calculatrice. Vous allez avoir, en rentrant vos séries de notes dans la calculatrice, un moyen d'aller travailler sur les écarts types. Je pense que je ferai une vidéo justement sur l'utilisation notamment des Texas Instruments ou des Numworks pour aller voir justement ces différents indicateurs avec l'outil de la calculatrice. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir là-dessus, donc oubliez la formule, mais il faut retenir simplement que ça quantifie un écart par rapport à la moyenne. Si mon écart type est petit, ça veut dire que mes notes sont regroupées, sont resserrées autour de ma moyenne. Si par contre mon écart type est grand, mes notes vont être dispersées par rapport à notre moyenne. Donc, si on a un écart type qui est petit, on va pouvoir parler d'une classe homogène. Si on a un écart type qui est grand, on va parler d'une classe hétérogène, et dans ce cas-là, on va voir comme ça des différences dans la façon de faire cours entre mes deux classes. Je vais m'arrêter là puisque je ne vais pas vous faire ce grand calcul avec mes tableaux de moyenne. Je vous propose donc de vous montrer dans une autre vidéo ce que je ferai à l'aide de la calculatrice. Au revoir.